Et si nous vous disions que les années 1980 contenaient plus que des blockbusters scintillants? Des films si audacieux qu'ils ont échoué pour être sauvagement redécouverts par des passionnés. Fans des vampires poursuivants dans le désert aux opéras de revolver en trench coats, ces 15 films réécrivent les manuels de genre avec un flair acéré. Attachez vos ceintures pour des histoires de tournage, des échecs retentissants au box-office et les cultes qu'ils ont engendrés. Aimez, sonnez la cloche et découvrons ensemble ces merveilles oubliées. Les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension, 1984. Buckaroo Banzai défie toutes les étiquettes cinématographiques. Il est neurochirurgien le jour, guitariste rock la nuit et sauveur interdimensionnel chaque fois que des envahisseurs extraterrestres menacent la Terre. Peter Weller ancre cet opéra pulp délirante avec un humour pince sans rire, soutenu par une distribution si extraordinaire qu'elle ressemble à une liste de souhaits d'un multivers. Jeff Goldblum en chic de rodéo à franges, Ellen Barkin tour à tour en larmes et tenace en tant que confidente au cœur tendre de Buckaroo, et John Lithgow dévorant le décor en tant que Dr Emilio Lizardo déséquilibré, avec des yeux vitreux et un accent italien fracassé qu'il a inventé sur un pari. Le réalisateur W.D. Richter a alimenté la production avec une bible bonsaï de 300 pages, détaillant tout, des contextes géopolitiques aux mécaniques de transport interstellaire. Pas étonnant que le casting ait improvisé des dialogues directement tirés de ces faux mémos techniques, donnant même aux répliques insignifiantes un éclat de authenticité. Le risque de 17 millions de dollars a échoué avec un retour de 6 millions de dollars au box-office, mais les adeptes de la vidéo à domicile ont redonné vie au film. Les projections de minuit ont engendré des clubs Blue Blaze irrégulars et les fans ont envoyé des pastèques, une blague interne sur l'amour de Buckaroo pour les fruits, au bureau de Richter pendant des années. Au-delà des citations comme « Peu importe où vous allez, il y tuait ». Son ADN traverse les multivers des franchises d'aujourd'hui. Taika Waititi cite l'esprit révolutionnaire de Buckaroo en façonnant le ton cosmique irrévérencieux de Thor, et James Gunn pointe son humour audacieux dans Les Gardiens de la Galaxie. Les efforts de restauration par Arrow Video en 4K ont sauvé des plans d'effets perdus. Et les éditions collector incluent les systèmes de propulsion Yo-Yo Dame complet. Dossier. Redécouvrez sa bande-son synthétique et dynamique par Michael Bodiker, activez l'oscillation Overthruster et découvrez le modèle culte pour les terrains de jeu sci-fi les plus audacieux d'aujourd'hui. Les rues de feu, 1984. Imaginez un monde de bandes dessinées nocturnes perpétuelles où des gangs de motards portent du cuir clouté comme des uniformes et où chaque rue vernie par la pluie brille. Néon. Les rues de feu de Walter Hill ont lancé cette fable rock'n'roll sur le public avec un fracas tonitruant. Ellen Aim, interprétée par Diane Lane, chante des ballades puissantes sous les pyrotechnies explosives. Raven Shattuck de Willem Dafoe rôde sur le territoire des gangs en tenue de bondage en vinyle. Tom Cody de Michael Paré surgit avec un fusil à pompe, une bataille opératique entre chagrin d'amour et violence sous une pluie numérique. Il a construit tout le district Judgment Day sur le plateau de Universal sous une bâche de 30 mètres pour piéger la fumée et l'eau, créant un néon sans fin. Brouillard. Les coûts de production ont grimpé à 14,5 millions de dollars, mais un succès mitigé de 8 millions de dollars a fait qu'il a été amorti à l'époque. Pourtant, son audace tonale a alimenté des légendes ultérieures. Les frères Coen ont adopté sa mélancolie du crépuscule à l'aube pour la descente dans le monde de l'art de Barton Fink. L'esthétique néon-noire Dan Ryfin dans Drive rend un hommage direct. Les ballades de Jim Steinman sur la bande originale, en particulier Tonight is What It Means to Be Young, continuent à remplir les salles de concert. Sur le plateau, l'actrice Amy Madigan a insisté sur des cascades pratiques, chevauchant des hot rod vintage à travers des débris en flammes, subissant des brûlures mineures pour l'authenticité. Pendant ce temps, l'usine de pressage de Pride Records a confondu les démos vocales de Lane avec de la pop grand public, libérant accidentellement des copies promotionnelles dans la distribution européenne et déclenchant des diffusions radio inattendues. Diffusion. En 2014, une reprise sur écran unique au Arrow Theatre a introduit une nouvelle génération à son monde palpitant. Et les cinéphiles débattent maintenant pour savoir si c'est la plus fidèle rock-opéra jamais filmée avec de la musique en direct. Montez le volume, remettez la machine à pluie en marche et laissez vos sens rugir à travers la ville de la nuit sans fin. Near Dark,
1987. Oubliez les châteaux scellés de cercueils. Near Dark de Catherine Bigelow enrobe le folklore des vampires de poussière de désert et de camions en panne. Le jeune campagnard Caleb, joué par Adrian Pasdar, tombe amoureux de la lumineuse May, Jenny, Wright, seulement pour découvrir qu'elle fait partie d'un gang de sang nomades dirigé par l'énigmatique Jesse de Lance Henriksen. Pas de cap ici. Ces vampires chassent comme des guerriers de rue, traînant leurs manteaux sinistres à travers les routes secondaires d'Amérique. Bigelow a orchestré le film avec un budget de guérilla de 3 500 000 millions. Pour capturer ce massacre brut de bar à minuit, elle a interdit l'éclairage de studio. Chaque éclair de feu de bouche et chaque braise de cigarette sont devenus la seule source de lumière, cousue à travers des prises de vue au ralenti. L'acteur Bill Paxton, dans le rôle de Severin, a improvisé son Finger Licking Good avec un air diabolique insouciant. Ligne après s'être accidentellement coupé le doigt sur du verre brisé. Cela est resté et est devenu un moment culte cité. Bien que sorti sur seulement 262 écrans face à Fatal Attraction et ayant rapporté un modeste 3 300 000 $, les locations de VHS ont propulsé Near Dark vers une vénération souterraine. Les critiques célèbrent maintenant sa fusion parfaite du western et de l'horreur. La scène du cimetière, balayée par les tumbleweeds, reflète les paysages de Sergio Leone, tandis que la dureté imprégnée de sang fait un clin d'œil au classique des morts vivants de George Romero. Des auteurs modernes comme Robert Rodriguez et Jordan Peele saluent sa maîtrise tonale et sa pratique. FX. Un scan 4K de 2019 a été présenté en avant-première au Fantastic Fest, révélant de nouvelles profondeurs dans la cinématographie de Bigelow. Redécouvrez ce cauchemar noir balayé par la poussière. Enfilez vos éperons, chargez vos balles en argent et chevauchez dans le crépuscule éternel. Local Hero, 1983. Local Hero de Bill Forsyth, charme comme une carte postale qui prend vie. Mac, un homme d'affaires texan. McIntyre arrive sur la côte isolée de l'Écosse pour acheter un village pour une raffinerie, mais il se trouve séduit par les collines émeraudes, le folklore et les ciels étoilés. Pennan et Morar ont fait office du fictif Furness. Le décorateur Roger Murray Leach a construit le pittoresque pub du port comme un point de repère touristique permanent, ses fenêtres étant maintenant remplies de souvenirs de Max. Burt Lancaster vole la vedette en tant que PDG d'entreprise, Felix Happer, dont l'obsession cosmique le pousse à installer un observatoire personnel dans une tourelle de château. Lancaster a insisté pour apprendre le nom de chaque constellation auprès d'astronomes locaux, improvisant des métaphores célestes qui n'étaient pas dans le script. Le budget modeste de 3 millions de livres de Forsyth dépendait de privés écossais, investisseurs. Lorsque le prince Charles a demandé une avant-première royale, le film est entré dans la conscience publique sans un single à succès sur sa bande-son acoustique par Mark Knopfler. Cela, bande originale, vaguement enregistrée en 3 semaines, vendue à plus de 500 000 exemplaires au Royaume-Uni, seul. Malgré un modeste retour domestique de 3 millions de livres, Local Hero a remporté 3 BAFTA pour la meilleure réalisation, le meilleur film, le meilleur acteur, et a inspiré les militants écologistes en dramatisant la collision entre l'industrie et l'écologie. Une novélisation par David Laughlin approfondit les histoires du village, et les fans se réunissent encore lors de projections annuelles sous le Northern Lumière. Son dernier plan, un goéland se posant sur la valise abandonnée de Mac, devient un emblème de la reddition face à la résilience de la nature. Redécouvrez cet embrassement cinématographique de la simplicité et de l'émerveillement. Laissez la guitare de Knopfler vous guider vers le coin le plus douillet de la sérénité celluloïde. Le dernier Starfighter, 1984. Avant les ligues des sports ou les blockbusters en images de synthèse, le dernier Starfighter a propulsé les fantasmes d'arcade dans l'orbite hollywoodienne. Alex Rogan, interprété par Lance Guest, devient maître du score élevé d'une borne d'arcade pour découvrir que le jeu de Starfighter était un outil de recrutement pour une force de défense interstellaire. Le réalisateur Nick Castle s'est associé à Digital Productions, une start-up d'effets, pour être pionnier des combats aériens entièrement en images de synthèse sur des superordinateurs Cray XMP, dévorant 27 minutes d'effets numériques qui ont nécessité 300 000 calculs par image. Le recruteur charismatique, Centauri, incarné par Robert Preston, glisse à travers les plans enveloppés dans du film à bulles, réfléchissant, un déguisement expéditif pour un plateau incomplet. Mais ses répliques musicales font un clin d'œil à la musique homme. Les thèmes orchestraux cuivrés du compositeur Craig Stefan se mêlent aux synthétiseurs MIDI et aux signaux synchronisés à chaque tir laser, consolidant une bande-son qui est devenue une référence dans les conventions de science-fiction. Bien que le budget de 15 millions de dollars n'ait rapporté que 29 millions de dollars en salle, sa véritable victoire a émergé à la télévision par câble et les débuts en vidéo à domicile. Vidéo. Les familles le louaient et le visionnaient jusqu'à ce que des figurines de Starfighter s'envolent des rayons des magasins de jouets. La suite du scénariste Jonathan Betuel, The Last Starfighter, The Academy.
tournoie dans le limbo des droits, preuve de l'engouement durable des fans. Un panel à Comic-Con 2015 a réuni des membres du casting et a annoncé une suite officielle en roman graphique en développement. Les cinéastes modernes tracent son ADN dans l'humour des Gardiens de la Galaxie et l'hommage de Ready Player One à l'univers des manettes. Branchez votre console, montez votre contrôleur et préparez-vous à une montée d'adrénaline en apesanteur qui nous rappelle que les rêves d'enfance peuvent littéralement sauver l'univers. Prince of Darkness, 1987. John Carpenter, maître de la terreur minimaliste, nous invite dans une église délabrée où un cylindre tournant de liquide anti-dieu vert se cache sous la poussière. Punk d'église. Prince of Darkness marie la physique des particules à l'horreur cosmique. Une équipe de scientifiques obsédés par la théologie et d'étudiants diplômés, dont Donald Pleasance en prêtre aux yeux perçants, déchiffre des messages tachyoniques inversés, suggérant une possession apocalyptique. Carpenter a inversé les séquences filmées en caméra pour les scènes de rêve, créant des transmissions d'un futur dystopique qui murmurent à travers la pellicule comme une radio fantomatique. Statique. Travaillant avec un budget réduit de 3 millions de dollars, Carpenter a improvisé des accessoires. Le liquide tourbillonnant était un tube d'aquarium et du colorant alimentaire filmé sous des stroboscopes changeants pour le rendre Pools. Le caméo d'Alice Cooper, en tant que schizophrène de rue à bouche de guitariste, apparaît au milieu du film brandissant son propre accessoire de scène, une poignée de guitare sur mesure, surmontée d'une seringue dégoulinante de sang, brouillant le rock-choc de concert avec l'écran. Terror. Le film a rapporté 14 millions de dollars et a financé le prochain succès rebelle de Carpenter, Ils. En direct, les forums de fans examinent toujours image par image à la recherche de la silhouette de l'anti-dieu ou d'indices cachés sur le canon cosmique de Carpenter. Une restauration par Vengar Syndrome en 2021 a révélé des prises alternatives montrant le style de direction improvisé de Carpenter. Les critiques louent désormais Prince des Ténèbres comme un film d'horreur philosophique, explorant le frottement de la foi avec l'incertitude quantique. Révisez-le à la lueur des bougies. Laissez les thèmes abandonnés de Basil Poledouris hanter vos oreilles et affrontez une vision du mal qui se déplace à la vitesse de la trahison subatomique. Lady Hawk, 1985. Lady Hawk de Richard Donner tisse une histoire d'amour maudite sur une toile médiévale. Le chevalier navarre, Rutger Hauer, se transforme en loup quand la nuit tombe. Sa bien-aimée Isabeau, Michelle Pfeiffer, devient un faucon le jour, ne partageant jamais forme ni contact, unis pour toujours dans le désir. La quête d'authenticité de Donné a conduit le casting et l'équipe dans les Apennins italiens et à la forteresse Rocca Calaccio, filmant sous de vraies chutes de neige, à des altitudes de plus de 6000 pieds. Les températures sont tombées en dessous de zéro. Hauer a contracté une hypothermie lorsque son costume de loup en laine, porté sans nettoyage, est devenu rigide comme du béton. Le compositeur Andrew Powell a défié les exigences du studio pour une partition orchestrale traditionnelle en ajoutant des synthétiseurs Moog et du chant grégorien à l'Orchestre symphonique de Londres. Séance. Les projections test ont rechigné au son, mais Donner s'est battu pour garder ce mélange éthéré, sachant qu'il élevait le ton de conte de fées. Pendant le tournage, l'acteur loup s'est enfui dans les Alpes, interrompant la production pendant une semaine jusqu'à ce que des bergers l'attirent avec des organes de mouton frais. Un incident qui a fait les gros titres des tabloïds italiens. Bien qu'il ait rapporté seulement 18 millions de dollars au niveau national, la popularité culte de Lady Hawk a commencé avec les cassettes VHS et le câble tard dans la nuit. Une adaptation en roman graphique en 2018 a ravivé l'intérêt, et le scénario original circule parmi les aspirants à des remakes. Les cosplayers recréent encore les rendez-vous de Navarre et Isabeau au lever et au coucher de la lune lors des rassemblements de fans. Convention. Redécouvrez son amour poignant. Laissez le regard argenté de Pfeiffer hanter vos rêves. Et écoutez cette parabole enchantée d'un amour qui défie soleil et lune à la fois. Repo Man, 1984. Dans le premier film anarchique d'Alex Cox, Emilio Estevez et Toto, un paresseux de la restauration rapide, recruté dans un réseau de reprise de voitures sur le marché noir qui découvre une voiture très recherchée. Propriété, une Chevy Malibu dont le coffre brille d'une mystérieuse cargaison extraterrestre. Cox a exploré de vrais parcs de saisie pour l'authenticité, filmant souvent des récupérations sans autorisation. Le budget de 1 500 000 $ du film ne pouvait pas couvrir les kits d'éclairage. L'équipe a tendu des lumières de Noël sous les voitures pour simuler un éclat néon. Lorsque les dirigeants de chez Universal ont exigé que la révélation de la créature extraterrestre géante soit coupée après de terribles projections tests, Cox a excisé le négatif de manière chirurgicale pour que personne ne puisse la restaurer, cimentant le statut mythique de Repo Man comme ce que le studio ne voulait pas que vous voyiez. La bande sonore punk rock, Black Flag, Iggy Pop, Suicidal Tendencies est devenue disque d'or, se vendant mieux que le film lui-même.
Le personnage du philosophe zen de la saisie, incarné par Harry Dean Stanton, Bud dispense la sagesse spirituelle comme l'Évangile dans des bars miteux. Lors des projections de minuit, le public lançait des boîtes de conserve de haricots de la marque alimentaire sur l'écran pendant le supermarché. Scène, une blague interne qui est devenue une tradition. Les tournées modernes de Revival à minuit remplissent tous les théâtres et une copie de 35 mm restaurée par Vinegar Syndrome a été présentée en première au Beyond Fest en 2019. L'humour décalé de Repo Man, côté la science-fiction, le nihilisme et l'esthétique punk urbaine définissent la face cachée du cinéma californien. Insérez votre collection de VHS, montez le son et préparez-vous à une collision de graisse, de gravité et de chaos galactique. Something Wild, 1996. Something Wild de Jonathan Demme fait exploser la formule du meet cute avec une touche de cocktail Molotov. Jeff Daniels, un banquier ennuyeux. Charlie Driggs rencontre Lulu. Le dynamo à imprimer zèbre de Melanie Griffith qui l'entraîne dans des petits déjeuners volés dans un diner. Le chaos des courses de vitesse et une romance tourbillonnante alimentée par des cocktails et le soleil. Puis, le libéré conditionnel de Mélanie, X-Ray, débarque dans leur monde pastel avec des intentions meurtrières, transformant des escapades ludiques en thrillers acérés. Demme a imaginé un mélange de genres, comédie, romance, horreur. Il a composé une bande sonore éclectique. Talking Heads, The Records, King Sunny Ade, qui ponctue chaque changement de ton, du samba euphorique aux accords de guitare austère. La créatrice de costumes, Colleen Atwood, a assemblé la garde-robe récupérée de Lulu à partir de friperies, cousant une identité qui évolue à chaque voyage, chapitre. Lyotta a répété son regard de gorge tranchée en étudiant des histoires de cours de prison, gagnant une réputation glaciale sur le plateau. Avec une recette de 12 millions de dollars pour un budget de 8 millions de dollars, Something Wild n'a pas atteint les attentes, mais a enflammé l'esprit rebelle de Demme, Réputation. En 2017, une sortie Criterion a présenté les montages originaux de Demme et les coulisses en featurette. Tarantino appelle ces changements brusques de rythme le modèle du coup du lapin cinématographique. Redécouvrez ce diorama émotionnel de liberté et de terreur. Attachez vos ceintures, car une fois que Lulu libère votre routine, la vie ne suit plus jamais une ligne droite. The Hidden, 1987. The Hidden de Jack Shoulder commence par un massacre dans une banque filmé en une seule prise, avec une caméra stable. La peinture brillante jaillit à travers le verre brisé, alors que le tueur Slug, un parasite extraterrestre, s'enfuit dans une Ferrari. Le détective Beck du LAPD et l'impassible agent du FBI Gallagher font équipe pour poursuivre un criminel métamorphe à travers les héliports et les clubs de LA. Leur poursuite mène à un duel à haute tension aux Watts Towers sous des flashs stroboscopiques. Néon. Avec un budget serré de 5 millions de dollars, Shoulder a innové avec des effets spéciaux à bas coût. La peau huileuse du Slug était en silicone teinté au glycérol, réfrigérée pour épaissir en cours de tournage. McLachlan portait des lentilles de contact sur mesure expédiées d'urgence pour son regard possédé d'alien. Nouri s'est entraîné à l'académie de la LAPD pendant 2 semaines pour atteindre l'authenticité procédurale. Bien que le retour en salle ait été modeste, 10 millions de dollars, les revenus de location ont triplé ce montant, assurant à New Line Cinema le feu vert pour de futurs succès d'horreur. Le compositeur Michael Convertino a mêlé des synthétiseurs percutants avec des percussions latines, faisant écho au rythme maniaque de The Slug. Un Blu-ray de 2000 deaths de Scream Factory a récupéré des scènes supprimées, montrant davantage de scènes du point de vue du Slug et des séquences de poursuites élaborées. Aujourd'hui, il est salué comme un lien sous-estimé entre la science-fiction des années 80 et l'horreur corporelle moderne, inspirant des échos dans Specie et Fallen. Si vous aspirez à une tension qui vous cloue à votre siège, une infiltration extraterrestre et une poursuite qui ne lâche jamais prise, The Hidden vibre toujours au rythme de l'inconnu. Time Bandit, 1981. Time Bandit de Terry Gilliam transporte Kevin, un garçon de 11 ans, de l'ennui suburbain à une odyssée rocambolesque avec 6 voleurs de cartes nains, pillant à travers les époques de l'armée de Napoléon à la forêt de Sherwood de Robin des Bois, les ponts condamnés du Titanic et un campement surréaliste de mythiques divinités. Gilliam a mis en storyboard chaque tableau surréaliste, puis a laissé les acteurs improviser des insultes en costume complet, créant des étincelles de chaos sur le plateau qui ont été intégrées au montage final. Connery n'a rejoint qu'après une clause humoristique. S'il hésitait devant le décor d'un donjon médiéval, il serait payé. Double. Handmade Films a étiré un budget de 5 millions de livres en réutilisant des accessoires de publicité et en engageant des étudiants non rémunérés du théâtre d'Oxford comme figurants. L'investissement personnel de George Harrison, en tant que producteur exécutif, a non seulement financé la post-production, mais a également contribué à des notes humoristiques sur la bande originale du LP, autoproduit sur le label Dark Horse de Harrison. Avec une recette mondiale de 42 millions de dollars,
Time Bandits a relancé la carrière de Gilliam et sauvé Handmade Films de l'insolvabilité. Les critiques ont salué son humour subversif et le British Film Institute l'a inclus dans son top 100 britannique. Film, une dramatisation radio de la BBC, en 2022 a réuni les membres survivants du casting, suscitant un regain d'intérêt pour un redémarrage de la série. Sortez votre carte, suivez le chemin troué et laissez ce conte anarchique vous rappeler que les gardiens de l'histoire ont un sens de l'humour malicieux. Miracle Mile, N. 1988. Miracle Mile de Steve de Jarnatt repose sur une seule question. Que faire si vous apprenez que le monde finit au lever du soleil et que vous n'avez que 70 minutes pour vous préparer? Anthony Edwards, dans le rôle de Harry, compose un mauvais numéro sur un téléphone public et entend un avertissement frénétique de frappe nucléaire avant 6 heures du matin. Il se lance dans une course effrénée à travers l'air pour sauver la serveuse Julie, créant un lien haletant au milieu du chaos. Tourné en style guérilla avec un budget de 3 700 000 $, de Jarnatt a utilisé de véritables lieux de Los Angeles quand la ville dormait. Les Laboratory Pets, des dîners désaffectés, et les panneaux publicitaires de Sunset Boulevard clignotant à l'aube. Edwards et Winningham ont développé une véritable alchimie en cuisinant le petit déjeuner sur l'accotement réel d'une autoroute et en tournant sous les lampadaires à vapeur de sodium. La musique synthétique entraînante de Tangerine Dream a retenti sur le plateau pour attiser la panique des acteurs. Une démarche inhabituelle qui a porté ses fruits, insufflant la terreur dans chaque réaction. Bien qu'il ait rapporté seulement 1 100 000 $ au cinéma, les locations de cassettes VHS et les diffusions par câble ont engendré un public clandestin dévoué. Une restauration en 2018 par Vinegar Syndrome a révélé la version du réalisateur, avec une scène alternative à l'aéroport, accentuant l'urgence tragique du film. Rolling Stone a ensuite couronné Miracle Mile comme la plus grande romance apocalyptique que vous n'avez jamais vue. Ce thriller agité palpite d'une urgence morale. À la fin, la dernière supplication de Harry devient un mantra. « Je veux te revoir ». Appuyez sur Play à minuit, laissez l'horloge descendre et demandez-vous « Comment passez-vous votre dernière heure sur Terre ?» To Live and Die in L.A., 1985. Le film noir ensoleillé de William Friedkin crépite de chaos de contrefaçon et d'ambiguïté morale. Richard Chance de Peterson, un agent des services secrets imprudent, entre en collision avec Rick Masters de Willem Dafoe, un maître faussaire dont la confiance élégante masque une volatilité mortelle. Friedkin a repoussé les limites du cinéma en filmant l'ouverture du raid dans une véritable installation de l'IRS, après les heures de travail et en mettant en scène une poursuite à contresens sur l'autoroute de Terminal Island sans permis. S'appuyant sur des guetteurs avec talkies-walkies pour dégager la circulation en temps réel, le coordinateur des cascades Buddy Joe Hooker a organisé la chasse sur 3 jours, équipant de vraies Ferrari de dispositifs hydrauliques pour simuler les impacts. Dafoe a insisté pour conduire l'une d'elles lui-même. Dafoe a également peint à la main des billets contrefaits sous la supervision d'experts du Trésor, apportant une authenticité à chaque image. La fin originale de Friedkin tuait Chance. Les spectateurs ont violemment rejeté cela, forçant une réécriture de dernière minute qui a cimenté la morale ambiguë du film. Rythme. La bande originale de Wang Chung, dominée par des synthétiseurs et ponctuée par Dance Hall Days, a enflammé les hit-parades, sa diffusion intensive sur MTV transcendant les genres. Barrière. En 2020, la restauration en 4K d'Arrow Video a rééquilibré la palette lumineuse de Friedkin, apportant un renouveau. Acclamation. Les critiques saluent maintenant To Live and Die in L.A. comme l'épopée criminelle de Los Angeles par excellence. Ses visuels délavés à l'acide semant l'esthétique néon noir de Heat et Drive. Intégrez-le à votre bibliothèque numérique, montez le volume et découvrez le ventre scintillant de la ville au ralenti impitoyable. Mort et enterré, 1981. Dans le hameau enveloppé de brouillard de Potter's Bluff, le shérif Dan Gillis démêle une série de meurtres où les victimes, une fois enterrées, réapparaissent vivantes et courtoises, comme si de rien n'était. Les écrivains Dan O'Bannon et Ronald Shusett, fraîchement sortis d'Alien, ont fusionné l'horreur cosmique avec l'Amérique provinciale. L'équipe d'effets spéciaux de Stan Winston a passé des heures à sculpter les prothèses en argile réfrigérée pour les cadavres. Des gags, en les remplaçant toutes les 2 heures pour éviter qu'ils ne s'affaissent sous les lumières chaudes du plateau. Une séquence de seringues dans l'œil a valu au film une interdiction au Royaume-Uni jusqu'à ce que 1992. Les copies pirates se vendaient à des prix exorbitants parmi les passionnés d'horreur. Le directeur de la photographie Stephen Poster baignait les scènes funéraires en décomposition dans des filtres de lumière lunaire pour imiter les daguerréotypes anciens. Un choix qui infuse les tirages modernes d'un caractère anachronique. Étrangeté. Avec un revenu brut de 3 400 000 $, Dead and Buried n'était pas un blockbuster, mais les festivals de genre le projettent maintenant comme un cours magistral sur la subversion des idoles rurales en nécrotique. Cauchemar.
Le réalisateur Gary Sherman a mis en scène le final dans un véritable chantier naval à l'aube, atténuant les contraintes budgétaires, avec de vraies machines à brouillard installées sur les grues du port. Une 2019, l'édition collector de Shout Factory a déterré une séquence de hallucinations prolongées, éclairant la vision hallucinogène originale du cinéaste. Des décennies plus tard, Guillermo del Toro la loue comme le film d'horreur le plus lynchien dans l'Amérique des petites villes. Un film qui hante aussi bien les routes côtières tranquilles que les cauchemars naissants. Prêt à revisiter vos vacances en bord de mer avec une nouvelle angoisse? Dead and Buried vous attend tard dans la nuit sur le câble, lanterne en mai. A Better Tomorrow, 1996. A Better Tomorrow, de John Woo, dynamite le genre, action avec une violence chorégraphique et une tragédie fraternelle. Mark Gore de Tai Leung, une star charismatique de la triade, revient trouver son frère Ket, un nouveau policier. Les loyautés s'entrechoquent dans un ballet de gun-fu au ralenti à travers les entrepôts de Hong Kong. Woo a chorégraphié des séquences comme des danses d'opéra en disposant des dizaines de pétards pour éclabousser de rouge le manteau de Gore. Avec un budget modeste de 4 500 000 $, Woo a innové le style héroïque sanglant en présentant des cartouches de fusil de la taille d'une boîte de thon câblées au manteau des stars et des étincelles cramoisies. La performance stoïque de Chow Yun-fat et son style cool avec cure-dents l'ont propulsé au rang de superstar. Ses lunettes de soleil sont devenues si emblématiques que les vendeurs les ont appelées les lunettes de Mark Gore, se vendant toutes dans toute la ville. Sorti pendant le festival de mi-automne, il a battu les records au box-office de Hong Kong avec 34 millions de dollars hongkongais, engendrant 3 suites directes et inspirant Police Story de Jackie Chan et le ballet de balles de Tarantino dans Réservoir. Chien, la scène d'excuses en larmes de Leslie Cheung résonne avec un pathos opératique, sa voix se brisant sous le poids de Trahison. Un scan somptueux en 4K des Shaw Brothers en 2022 a restauré le minutage des couleurs originales de Woo, révélant des rouges plus profonds dans chaque éclat de balle. La chanson thème du film, Souvenir, s'est élevée au rang de légende du karaoké et reste un incontournable de la pop cantonaise. Hollywood a finalement poursuivi le style de Woo vers l'ouest, mais les puristes continuent d'élever le syndicat du crime comme le pigeon d'honneur, de rédemption et de poudre à canon. Balai. Chargez votre boussole, ajustez votre portée et entrez dans un monde où la fraternité s'épanouit sous une pluie de balles. 15 voyages incandescents à travers les ombres et le néon du cinéma des années 80, et votre liste de visionnage devrait trembler avec un renouveau, but. Du rodéo interdimensionnel de Buckaroo au vampire du désert de Bigelow, nous avons ressuscité des curiosités cinématographiques qui ont osé défier le genre, le budget et la logique des studios. Quel trésor vous a ébloui? Quel bijou culte est passé sous votre radar? Enflammez les commentaires avec vos découvertes. Vos choix pourraient être à la une de notre prochaine fouille de films perdus. Si découvrir des merveilles négligées enflamme votre âme cinéphile, cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et rejoignez notre expédition des classiques de l'âge d'or. Chaque semaine, nous découvrirons de nouveaux trésors des coffres du monde entier. Alors ne clignez pas des yeux quand la prochaine bobine tourne. Jusqu'à ce que les lumières baissent à nouveau, continuez à chercher, continuez à partager et continuez à faire briller la flamme vacillante du cinéma caché.